Sans avoir de débat de personne, M. Adolphe Moudiki est fonctionnaire au Cameroun depuis 1962. Il a été le tout premier ministre de la prévoyance du travail et de la prévoyance sociale. M. Adolphe Moudiki a été ministre de la Justice dans ce pays. M. Adolphe Moudiki tourne à la tête de la SNH depuis des décennies. Alors, normalement... Depuis 32 ans. M. Adolphe Moudiki devrait être dans sa belle retraite, voyant son petit-fils et autres, ses petits-fils et autres gérer la SNH. Est-ce que certains qui sont également au Cameroun et ils sont allés en retraite? Non, mais le Cameroun est anormal. Pourquoi vous voulez absolument que c'est M. Moudiki qui aille à la retraite? C'est valable pour Moudiki, on peut étendre sur tous les autres. Est-ce qu'à notre ère, nous devions être en train de discuter sur les centenaires qui gèrent? Si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous disons déjà merci. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé au Cameroun. C'est le grand débat de la semaine libre expression. Le dernier point inscrit à l'ordre du jour nous amène à parler de l'affaire dite Glencore au Cameroun. Il s'agit de cette affaire qui épinglerait un certain nombre de travailleurs du côté de la SNH, mais également de la Sonara. L'affaire a été mise sur la table du tribunal londonien il y a quelques jours avec un renvoi sur place au pays. Les informations en notre possession font également état de ce que le dossier se trouve également maintenant sur la table du TCS, le tribunal criminel spécial. Nous avons pour prétexte ce matin la dernière sortie de Adolphe Moudiki, qui est donc l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. De manière substantielle, l'administrateur directeur général a fait comprendre que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire Glencore au Cameroun vont être démasqués. Et pour parler comme le président de la République, ces personnes devraient rendre gorge. Je vous passe la parole, professeur Mathias Eric Owenangini, en vous rappelant rapidement que lorsque ce scandale, parce que c'en est un, éclate, Adolphe Moudiki, l'ADG de la SNH, a semblé rejeter tout en bloc. Comment vous expliquez ce revirement sur sa posture? Je n'en sais rien, c'est à M. Moudiki que vous devriez poser la question. Moi, je pose la question à l'analyste. Oui, parce que c'est lui qui sait pourquoi il change de stratégie, de positionnement sur cette affaire. À l'analyse, puisque vous voulez de l'analyse. Tout à fait. Nous sommes dans une affaire qui est expressive justement de la dynamique de certains secteurs économiques qui sont en même temps des secteurs de pouvoir. C'est-à-dire que autour de secteurs comme le BTP, les bâtiments et travaux publics, les contrats d'armement et le pétrole, il y a toujours ce type de scandale. Et sa structure, la structure de ce scandale est une structure internationale, transnationale et nationale. Ça veut dire que selon les aspects, vous avez des acteurs qui sont concernés ici en République du Cameroun, vous avez des acteurs, et ça le débat camerounais a tendance à l'oublier parce que c'est un débat qui est intéressé. Vous avez des acteurs internationaux, il ne s'agit pas de n'importe quelle structure, il s'agit d'une firme pétrolière d'un certain niveau. Peut-être elle ne fait pas partie de celle qu'on appelle les majors, mais c'est une firme pétrolière importante. Et il est même possible qu'il y ait même d'autres implications qui concernent des acteurs de ces pays-là, autres que la firme pétrolière. Peut-être l'évolution de l'affaire en Grande-Bretagne nous dira exactement quels en sont les contours. Merci professeur Roger Justin Noir. On sait que à une certaine époque, vous avez été parmi ceux qui posaient ce problème sur la table des débats. Le scandale finalement a éclaté. Pour l'instant, nous avons parlé de ce revirement de posture de Adolphe Moudiki. La question que nous posons ce matin est claire. Moudiki veut-il sauver sa tête? C'est tout comme. Je pense que c'est dans la dynamique du régime qui vit des batailles internes qui se présentent aux yeux des Camerounais presque chaque jour. Parce que vous l'avez bien relevé, au départ c'était de nier
ces accusations. Il a fait comprendre que du côté SNH, on parle en termes d'éthique. Voilà, éthique et tout ça, ces genres de choses ne pouvaient pas se passer à la CNH. Mais on est surpris de ce revirement à plus de 180 degrés de la part du directeur général. Parce que si la question était aussi importante pour l'éthique au niveau de la SNH, je pense que le conseil d'administration aurait discuté de cette question-là, mais il me semble qu'au dernier conseil d'administration qui a eu lieu à la Présidence de la République, à aucun moment on a parlé de l'affaire Glencore. On a parlé de l'affaire Savannah. Il faut dire que M. Moudi qui n'a même pas pris part. Oui, oui, mais je ne parle pas de lui. En tant que, c'est le conseil d'administration à SNH. Et c'est SNH d'abord, en tant que société qui est visée. Donc, si les agents de la SNH sont accusés, ça emporte aussi la responsabilité de la société. Donc, la société est visée et le conseil d'administration devrait en parler pour déjà lui-même savoir ce qui se passe dans la société, savoir si effectivement il y a eu ces gens. Parce que les chiffres sont ahurissants. C'est pas pour l'instant, on parle d'un peu plus de 7 milliards. Non, c'est même au-delà de 7 milliards. Après les chiffres officiels qui ont été jusqu'à présent révélés. Non, parce qu'il ne faut pas voir ça seulement en termes de chiffres, c'est-à-dire que les 7 milliards que les gens auraient perçus. Il y a les pertes financières que l'État a subies du fait de ces corruptions-là. Quand on vous dit qu'on va vendre du pétrole camerounais avec des cotes inacceptables de 30, 40, 50%, c'est des pertes énormes pour le pays. C'est ça qui, c'est pourquoi le maître, il s'appelle comment là, il parle de l'affaire du siècle. Mais si, il parle, c'est pourquoi il parle de l'affaire du siècle, c'est pas 7 milliards. 7 milliards, c'est rien. Vous avez l'affaire Bourbon, une autre affaire, où on parle aussi de 7 milliards. C'est-à-dire que les gens prennent une décision de quelques inspecteurs des impôts d'effacer, n'est-ce pas, des pénalités de l'ordre de 7 milliards pour 100 millions de francs CFA. Donc, c'est pas juste de 7 milliards, mais dans le cas de Glencore, il s'agit des pertes subies par l'État camerounais à travers ces décotes, ces discounts qu'on a accordés à Glencore et à d'autres d'une manière inacceptable, sans aucune raison économique valable. C'est ça qui en fait l'affaire du siècle. Il s'agit de beaucoup de milliards, alors que nous en avons besoin. Voilà les sinistrés à l'extrême nord. Il semble qu'il n'y a pas d'argent, on aurait pu leur envoyer une somme assez intéressante. Mais que les Camerounais, où qu'ils soient, participent à l'appauvrissement collectif de notre pays, ça c'est inacceptable. Et il faut frapper. Il faut frapper l'attitude du directeur général de l'ECAM, qui me rappelle celle de l'ECAM. De SNH, il est obsédé vraiment par la question. SNH cherche le DG de l'ECAM. La SNH me fait penser à l'attitude d'un ministre camerounais qui, par rapport à ce qui s'était passé à Marois, avait dans un premier temps nié pour dire après que non, oui, on a fait ceci. Non. Ça montre qu'il y a problème. Le revirement du directeur général à travers sa communication montre qu'il y a problème. Et ça peut être aussi l'expression des batailles internes que peut-être il y aurait entre le directeur général et peut-être le PCA de la société. Mais je dis, le président de la République devrait se préoccuper de cette situation. Parce qu'il ne s'agit pas de 7 milliards. 7 milliards, c'est rien par rapport à ce que l'État camerounais a perdu. Et il devrait s'en préoccuper et exiger qu'il y ait une enquête sérieuse. D'autant plus que les Américains, les gens de Glencore ont signé un accord avec les Américains, durant lequel ils devraient répondre à toutes les questions que pouvait poser le gouvernement camerounais. Mais on n'a pas utilisé ces forces-là qui, semble-t-il, selon les informations que nous avons lues, se refermera bientôt. L'accord arrive à sa fin très bientôt. Mais on ne sait pas si, à la fin de la procédure en Grande-Bretagne, on aurait effectivement les noms des Camerounais impliqués. C'est vrai que sous cap, il y a des noms qui circulent, on va parler de 6, mais on n'a pas d'éléments. On n'a pas d'éléments clairs qui permettent de dire qu'effectivement ce sont les mises en cause et qu'on les présente au public. Le Cameroun doit mener une enquête réelle. Mais par contre, lorsque une société de ce niveau-là fait face à ce genre d'accusation, ça devait déjà faire entraîner les conséquences au niveau de la relation entre la SNH et Glencore et bien d'autres sociétés qui sont dans la même voie.
Parce que Glencore n'est pas seul dans cette dynamique-là. Mais est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu une rupture de contrat entre SNH et Glencore? Moi, je n'ai pas entendu ça. Il n'y a que pour le cas de Bourbon que je sais qu'il y a des conséquences. Parce que Bourbon Cameroun a fermé les portes. C'est compris. Donc il faut s'en savoir davantage, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est beaucoup d'argent. Et c'est ça le problème de ce régime. Qui nous fait croire qu'ils veulent vraiment lutter contre la corruption ou le détournement de fonds publics. Mais ils ne font rien pour le faire. Parce que je ne fais que le dire. En 2006, on a adopté une loi ici sur la déclaration des biens et des avoirs qui reste inactive parce que le président de la République n'a pas encore signé le décret de nomination des membres de la commission qui devait recevoir ces déclarations des biens et des avoirs. Donc par conséquent, les différents gestionnaires de crédit, les directeurs généraux des sociétés d'État peuvent continuer à voler comme bon leur semble, sans qu'il y ait des conséquences. Donc ça veut dire que pour nous, nous pensons que c'est une volonté de favoriser la corruption et le détournement. Ce n'est pas une volonté de lutter contre, c'est une volonté de favoriser. C'est votre opinion, Roger, justement. C'est le fait qu'il impose cette opinion. Pierre Bleriot-Niamek, une opinion de plus en plus pressante, pense que cette affaire piétine. Et pourtant, Glencore est passé aux aveux complets. On se disait que si Glencore est déjà passé aux aveux complets, ça va faciliter le chemin à la justice, tout simplement d'exposer ceux qui sont impliqués dans ce scandale du siècle pour le cas du Cameroun. Quelle justice? La justice camerounaise ou la justice nous devons même en parler puisque l'affaire se retrouve au niveau de deux justices. Pour le cas du Cameroun, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'affaire est déjà au niveau du TCS. Est-ce que le TCS, à son niveau, peut également faire le job? Parfait, ici, il y a des débats que nous n'aurions pas dû avoir si les choses se passaient normalement. Vous savez, sans avoir des débats de personnes, M. Adolphe Moudi, qui est fonctionnaire au Cameroun depuis 1962, il a été le tout premier ministre de la prévoyance du travail et de la prévoyance sociale. M. Adolphe Moudi, qui a été ministre de la Justice dans ce pays. M. Adolphe Moudi, qui tourne à la tête de la SNH depuis des décennies. Alors, normalement... Depuis 32 ans. M. Adolphe Moudi, qui devrait être dans sa belle retraite, voyant son petit-fils et autres, ses petits-fils et autres gérer la SNH. Est-ce que certains qui sont également au Cameroun et ils sont allés en retraite? Non, mais le Cameroun est anormal. Pourquoi vous voulez absolument que c'est M. C'est valable pour nous dire qu'on peut étendre sur tous les autres. Est-ce qu'à notre ère, nous devions être en train de discuter sur les centenaires qui gèrent nos structures? Nous ne devions pas. Bon, mais puisque nous y sommes obligés, pourquoi je suis choqué? Vous me dites que est-ce que Adolphe me dit qu'il veut sauver sa tête? On sauve la tête à quel âge? Non, il veut tout gâter avant de partir. Il dit que bon, on tombe tous. Puisqu'au départ, il a dit que la SNH pouvait présenter patte blanche. Mais quand il y a eu, puisqu'on est au courant, hein, c'est à la SNH comme dans d'autres structures, il y a des luttes internes. Vous releviez ici dans votre questionnement que l'ADG n'était pas présent lors du dernier conseil d'administration, qui s'est tout de même tenu de manière assez... Alors que c'est lui qui est le rapporteur. Le rapporteur. Et il y a eu... Mais je vous dis, au niveau de l'affaire Glencore, on a commis un inspecteur des impôts qui a fait un travail qui est déjà très intéressant. Le travail indique qu'à l'heure actuelle, Glencore nous devrait plus de 150 milliards d'impôts qu'il aurait dû payer. Donc l'affaire est très costaud en termes de milliards. Mais ces Camerounais qui sont capables de nous faire perdre des centaines de milliards. Moi, je vous ai souvent dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on les épingle, il faut les pendre. Bon, maintenant, vous allez dire... Il y a les droits de l'homme. Non. Si quelqu'un fait perdre à un État comme l'État du Cameroun 150 milliards, il n'est pas un homme. Vous ne pouvez pas lui appliquer les droits qu'on applique aux humains. Puisque les 150 milliards... Ça va donc dans l'extrême nord et ça résout 1000 problèmes. On voulait 1000 milliards, n'est-ce pas, pour cette affaire-là. Quelqu'un lui l'a volé. 150. Un groupe d'individus. Et ça se répète dans beaucoup d'autres structures. Ce qu'il faut dire, c'est que le Cameroun mérite une secousse profonde pour qu'on se rétablisse comme des êtres humains normaux. Les gens ont dit que nous avons volé, nous sommes même prêts à témoigner, peut-être même, pas peut-être, à payer des amendes.
nous traînons. Où c'est Glencore est passé aux aveux? Ailleurs, Glencore a payé. Pourquoi au cas du Cameroun, mais vous êtes les victimes qui sont collaboratrices de boulot. Les Camerounais, c'est eux-mêmes qui bloquent le système. L'ADG vient nous dire que lui, il a saisi le TCS. À quel moment a-t-il saisi le TCS? Pour être en cohérence avec son propre discours. Quand la SNH avait les mêmes propres, c'est là qu'il avait saisi le TCS. Pas du tout. Mais c'est à quel moment il a... Lorsque le scandale éclate venant d'autres personnes. Alors, mais c'est là où il a saisi le TCS. Et nous savons la vitesse du TCS quand il n'est pas directement saisi par l'autorité suprême. Donc, tout cela, ce Capharnaüm, vous voyez, c'est pour ça que je dis, il faut être purgé, quoi. Il y a un politicien camerounais qui disait qu'il faut purger le Cameroun. Dieudonné Chi, lorsque nous parlons donc de l'image du pays, ce scandale que certains qualifient donc du plus gros scandale financier du siècle pour ce qui est de la République du Cameroun, en termes d'image d'un pays comme le nôtre, un pays pauvre et très endetté, que faut-il faire lorsqu'on est président de la République? Mais il faut dire que le président de la République, quand il vient en 1982, il nous parle de rigueur et moralité. Tout à fait. Et moralisation. Moralisation, oui. Sauf que il semble s'exclure. Ou il dit autre chose, il dit une chose et il pratique autre. Sinon, comment comprendre? Parce que nous avons une démarche systématique de vouloir couvrir ou même justifier le mal. Dans les années 96-97, en pleine crise économique qui avait une envergure mondiale, quand le SDF commence à dire vraiment, il y a les détournés dans ce gouvernement, le président et son équipe rétorquent, où sont les preuves? On avait soumis les preuves et on a commencé avec l'affaire Mouchipo. On a, au lieu de combattre la corruption de manière efficace, on a dit que maintenant, ça serait opération épervier. Mais vous savez c'est quoi l'opération épervier? Non. Opération épervier, c'est la chasse aux sorciers. Il ne s'agit pas de la lutte contre la corruption. Bah, ça, c'est non, s'il vous plaît, laissez-moi, j'ai utilisé ce terme. Laissez-moi expliquer. L'opération épervier est une outil pour pour faire de telle sorte que quand vous n'êtes plus d'accord avec le pouvoir, on cherche une manière pour vous écarter. La preuve en est que depuis 1996, avec la loi sur la déclaration des biens, qui est l'une des lois les plus importantes, qui met même le chef d'État au même niveau que tout autre Camerounais en matière de lutte contre la corruption, puisque lui-même, il devait déclarer ses biens. Cette loi-là demeure inapplicable. Et comme M. Noir disait qu'il fallait prendre des décrets, ce qui est important dans la loi de 2006, c'est qu'on dit que le président va prendre des décrets tant qu'il y a besoin. On se demande si jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu besoin d'appliquer l'article 66 pour lutter contre la corruption. On se demande de quoi ont-ils peur? Parce que certains illuminés vont dire que, ah bon, est-ce que vous pensez que si on applique même l'article 66... Mais dans la loi de 2006, c'est pas dit comme ça. Hein. Il doit le faire. On a dit pas dit quand il faut... En temps de besoin, j'ai lu cette loi. Non. J'ai dit j'ai lu. Vous avez votre lecture, j'ai lu cette loi. J'ai lu cette loi. Il faut aller la lire. Les derniers paragraphes. Il faut les relire. Si vous avez la loi là-bas, vous les lisez. Les derniers paragraphes de cette loi, j'ai pris mon temps de les lire. Jusqu'aujourd'hui, je me demande s'il n'y a pas encore eu besoin d'appliquer l'article 66. Dans un pays sérieux où quelqu'un dit en Mondovision, moi j'ai volé les élections, j'ai donné à Paul Biya. Cette personne est encore libre et le conseiller spécial. S'il vous plaît, attendez, laissez-moi parler. Cette personne est encore libre et il est le conseiller spécial d'un homme politique camerounais. Moi je me suis indigné. Même son... Mais vous le connaissez. Mais vous faites dans les devinettes. S'il vous plaît. C'est donc comme ça la télé. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Si nous faisons pas dans les devinettes. Laissez-moi parler. Un homme a fait comme ça. Un autre homme a fait. Je cite les noms. Mais cite. Mais on me dit quand je dois citer le nom. Le moment venu pour citer le nom, je vais citer. Laissez-moi parler.
Je dis donc que dans un pays sérieux, un individu proclame à mon vision. Oui. Un individu qu'on appelle Djonga. Qu'est-ce qu'il a dit? J'évite d'évoquer le titre dit honorable parce que ça ne le ressemble pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Un homme dit qu'il a volé les élections, qu'il est le voleur en chef, qui a volé les élections de Fundi et qu'il a donné au président de la République Paul Biya. Et un préfet qui est aussi en Fundi qui dit que bon, ceux qui font des déclarations qui sont contre l'honneur de ceux qui dirigent les institutions, vraiment l'honneur des institutions, on va les interdire d'accès dans Fundi. Jusqu'aujourd'hui, ils sont incapables d'arrêter M. Djonga. Qui ont testé la légitimité du président Paul Biya depuis 1992, car lui étant le voleur en chef. Et malheureusement aujourd'hui, c'est M. Djonga est le conseiller spécial d'un soi-disant opposant du professeur Kamto. Oui, je dis. S'il vous plaît. C'est un débat pour un autre jour. C'est un débat pour un autre jour. Dans ce genre de pays-là, on est passé. Je dis donc que le président de la République est complice de ce genre de choses. Il doit prendre ses responsabilités, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Quelqu'un avait dit quelque part que l'unité de vol pour les hauts cadres dans ce pays, c'est le milliard. Et ça fait très mal dans un pays, pour un peuple qui souffre tant, pour entendre qu'on est en train de voler les milliards aux Camerounais. Le président de la République doit être holistique dans la lutte contre la corruption, en commençant par la déclaration de biens. Lui-même, il doit être soumis à cette lutte contre la corruption. Lisons peut-être un ou deux derniers messages. Bonjour, cher voisin. Tu es décidément un bon mentaliste. Tu as amené le représentant du SDF à reconnaître leurs mauvais calculs politiques passés et surtout à tirer ce Kamto à balles réelles. Certes, la loi électorale a des insuffisances, mais de là à condamner Elekam qui ne travaille qu'en conformité avec la loi, c'est exagéré. Maintenant, quand Kamto exige un audit, c'est bien beau, mais il oublie que quand il s'agissait du cas survivant, il ne mettait pas autant les organes. Pour ce qui concerne l'affaire Glencore, c'est vraiment compliqué. S'il y avait moyen, le Cameroun devait solliciter le retrait de son nom dans ce dossier. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie ce message. Professeur Mathias Eric Owonangine, par rapport à ce grand scandale en termes de corruption au Cameroun, doit-on garder espoir que la justice va être dite et que les présumés coupables seront punis selon la législation en vigueur? Attendons de voir comment la justice va se déployer, en sachant qu'elle se déploie à la fois en Grande-Bretagne et en République du Cameroun. Après, on pourra faire le point sur les avancées. N'avez-vous pas l'impression que la pression est plutôt venue du côté de la Grande-Bretagne? Je ne pense pas. Et si la Grande-Bretagne ne s'était pas saisie de ce problème? Oui, la Grande-Bretagne s'est saisie de ce problème, certainement. Mais ça ne change pas le fait qu'une fois que le problème est posé, que la justice camerounaise ait aussi été interpellée. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de savoir quels sont les contours de cette affaire. Et comme je vous ai dit, c'est une affaire qui a plusieurs niveaux. Pour nous ici, elle a des aspects nationaux, évidemment, des aspects internationaux. Ça veut dire qu'il y a des relations de pays à pays. Et puis, il y a des aspects transnationaux, puisque ça concerne une firme pétrolière, une multinationale, disons, de niveau moyen, mais qui est quand même assez importante. Et ça pose, encore une fois, le problème des cadres planétaires de la corruption. Parce que justement, le grand problème que le système monde a, c'est que la corruption a des souches internationales. C'est compris, professeur. Et il y a un certain nombre d'affaires qui concernent la République du Cameroun depuis les années 1970. Depuis les années 1970, qui ont montré de façon systématique qu'il y a des souches non seulement nationales, mais internationales. Merci, professeur. C'était la dernière prise de parole. Très rapidement, non, vous savez, non, on a dit... C'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? Je voudrais rappeler à mon confrère, à mon compatriote du SDF que l'honorable Albin Zonga reste un honorable.
il a peut-être agi les élections. dans un contexte précis. Qui a volé. Et parce qu'il a compris. Est-ce que vous confirmez que M. Jean a tenu ses propos? Je le confirme. Il a volé. Donc, en termes de crédibilité, le fait qu'il soit... Laissez-moi crédibilité, terminer. Il a dit cela. Oui. Comme pour dire que... le Cameroun. Parce qu'il a compris cela, il s'est repenti. Et parce qu'il s'est repenti, il est Monsieur John n'est pas repenti. Je vous permets de lui dire exactement quels sont... Monsieur John n'est pas repenti. Monsieur John n'est pas repenti. Il est très dangereux, ce monsieur. Je t'aime. Il est très dangereux. Et il porte à Dieu comme ceux-là qui s'associent à lui. C'est qu'il est très dangereux. Il porte à Dieu qui s'associe à lui. Monsieur John a osé questionner les Camerounais qui ont voté pour lui, disant qu'ils ont voté pour un Michel Tonga pense que tous les Camerounais sont lui intelligent. Il est si intelligent pour voler la victoire du Tchama Fundi. Et il vient parler avec quelle arrogance pour dire qu'il est repenti. Il n'est pas repenti. C'est terminé. Ça porte le doute sur les gens avec qui il s'associe. En commençant par le MSC. Ne dites jamais qu'il est repenti. Vous l'appelez il a insulté la mémoire du Tchama Fundi, disant que le Tchama ne méritait pas être voté par les Camerounais. Non, jamais. Mais ce chèque armé vont pas repentir. C'est terminé là. Il fallait condamner ce propos. C'est regrettable que vous n'avez qui prétendait combattre pour le bien des Camerounais. Vous n'avez pas rappelé ce monsieur à mort. Vous n'avez pas droit à dire ça. Vous n'avez pas droit à vous porter ça. Vous êtes complice. Vous êtes complice. Merci au professeur Mathias Eric Owenekini, qui est notre invité permanent, qui était là ce matin. Je vais conclure ce programme, rassurez-vous. Merci à Dieudonné Chi, très énervé à la fin. Merci également à Pierre Blérugnamet, qui reste mon consultant. Roger Justin est du MRC. Ne ratez pas la première diffusion de ce programme. Ce sera ce soir à partir de 21h. Je souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Néanmoins, une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?